expliqué qu'il y avait en général en France, les établissements étaient contrôlés tous les 20 à 30 ans. C'est une honte absolue. Et il a reconnu aujourd'hui qu'ils expliquent maintenant qu'ils vont changer ça. Ils ne l'ont pas dit il y a 6 mois au moment de la crise, et tous les 20 à 30 ans. Donc vous imaginez bien que quand il y avait des établissements qui dysfonctionnaient, eh ben, les choses ne changeaient pas. Ça a duré comme ça pendant des années. Donc les systèmes de contrôle vont changer, il y a des indicateurs de qualité qui vont être mis en place. Il y a des choses qui vont être mises en place, mais aujourd'hui, et Laurent a raison de le dire, moi c'est pas mon boulot de journaliste de le dire, mais j'entends tous les jours des familles, des salariés, mais aussi des acteurs importants du secteur qui se plaignent du peu, de la faiblesse des réponses de l'État par rapport à l'ampleur, de la crise que ça a engendré, de l'écho médiatique, sociétal qu'il y a eu, et aujourd'hui, du peu de réponses du gouvernement, et j'ai envie de dire, même les autres, même l'opposition. L'opposition, il y a des députés très engagés, comme Caroline Fiat, LFI, ou Monsieur Guedj au Parti Socialiste. Il y a donc tous les partis, quelques personnes qui sont très concernées par le sujet, mais globalement, c'est pas le sujet principal. C'est pas le sujet central ni des LR, ni du PS, de personne en fait. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a la question du pouvoir d'achat, l'inflation, les prix de l'énergie, donc c'est de nouveau devenu un sujet secondaire. Juste une question, je vous donne la parole, Marie, juste après. C'est combien de personnes, les résidents en EHPAD? On a ce chiffre Excusez-moi, je ne vais pas vous le donner, je vais pas vous le dire. Je laisse, je vais revérifier. En tout cas, sur les derniers chiffres, c'est 611 000 à peu près, tout type d'EHPAD compris. Donc plus de 600 000 personnes âgées, et comme vous disiez tout à l'heure, une situation sans issue, je vous rappelle que c'est des secteurs fermés, donc le mot sans issue pour les résidents est effectif. Alors, peut-être Marie, vous voulez prendre la parole et juste après. Sur ce que disait Victor, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas assez... Nous, on a essayé d'en parler, mais voilà, il y a aussi... Il y a des choses qui parfois se perdent dans le brouhaha médiatique, malheureusement, et quand effectivement les événements s'enchaînent, Laurent disait très justement, voilà, les EHPAD ne font plus la une. Il y a une chose qu'on a essayé de mettre en avant et qui, je crois, a complètement été ignorée par que ce soit les commissions, enfin les auditions parlementaires, etc. C'est, même s'il y a plus de systèmes de contrôle et qu'il y a des contrôles plus fréquents, il y a un problème structurel, presque originel à la réglementation, c'est-à-dire que on distribue... J'ai repris les chiffres avant de venir sur... je crois que tu les avais pas, Victor, sur Orpea, mais on avait récupéré, nous, le total des dotations, en fait, distribuées aux grands groupes privés, et en 2019, on avait fait le calcul EHPAD par EHPAD. Pour Korian, on était à 329 millions d'euros, je ne compte pas la dotation dépendance. Pour Orpea, on était à 252 millions d'euros par an, et pour Domusvik, qui est le numéro 3, on était à 226 millions. Cet argent-là, l'usage qui en est fait, on ne demande aucun justificatif au groupe privé. Sur les déclarations d'effectifs, effectivement, quand il arrive, on a réussi à montrer que chez Korian, il y avait des rendus de ce qu'on appelle des ERRD, qui sont à la fin de l'année, vous rendez tout simplement vos comptes, sont des tableaux Excel. Et ça vaut aussi pour vos effectifs, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que l'EHPAD dit simplement, ben voilà, j'ai employé 18,6 ETP d'aide-soignante, que je répartis comme ça sur la section soins, la section dépendance, etc. On ne leur demande pas de justificatif non plus, il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a rien. Et ça, j'ai encore vérifié avant de venir, pour l'instant, ça n'a pas été touché par une quelconque réforme, de la même manière que la réglementation prévoit toujours, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la réforme des CEPOM, qui sont des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, où en gros vous faites contrat avec un EHPAD sur 5 ans. Donc vous lui laissez la possibilité sur ces 5 ans-là de gérer l'argent que vous lui donnez un peu comme il veut, parce que telle année il va avoir plus de dépenses, telle autre année il aura des travaux à faire, ou j'en sais rien. La réglementation prévoit donc qu'on ne reprend plus les excédents ou les déficits des EHPAD à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, les autorités sanitaires disent aux EHPAD, si à la fin de l'année, il vous reste de l'argent sur la dotation soins qu'on vous a donnée,
c'est pour vous. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ça n'est pas repris en tout cas. Et ça, à mon sens, c'est passé complètement à côté. C'est-à-dire, je sais pas, quand on... Nous, c'est très bête, hein. Moi je travaille pour une agence de presse. On touche, comme toutes les agences de presse, sur certains objets audiovisuels, on touche des subventions du Centre national du cinéma, du CNC. Bon bah, vous devez rendre au CNC l'ensemble des fiches de paie des techniciens qui ont travaillé, vous devez justifier à l'euro près tout ce que vous avez dépensé sur la subvention publique qui vous est attribuée. Là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne comprends même pas qu'à un moment, l'État ne se dise pas, on va peut-être quand même un tout petit peu contrôler de plus près et modifier la législation pour qu'il y ait effectivement des pièces justificatives qui soient rendues chaque fin d'année. Laurent Garcia, vous vouliez... Je voulais parler des CEPOM, mais tu l'as très bien fait. Mais vraiment, moi, ça me pose un vrai problème. Avant, c'était des conventions tripartites entre l'ARS, le conseil départemental, l'établissement. C'est des CEPOM. On donne une enveloppe globale et vous en faites ce que vous voulez. Clairement, vous prenez le nombre de soignants que vous voulez. En fait, c'est catastrophique, ces CEPOM. Et malgré la sortie du livre, malgré tout ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi, tout ce dont on a parlé, on en est encore là. En fait, rien ne bouge et on parle de contrôle, mais qui va contrôler? Est-ce que c'est 4, 5 autorités différentes qui vont venir contrôler? Ça marchera, ça ne fonctionnera pas. Il faut quelque chose de singulier. À l'heure actuelle, en fait, alors évidemment, il y a Orpea qui n'est pas en bonne forme, c'est déjà ça. Mais pour le reste, moi je trouve que si vous venez sur notre EHPAD ou sur d'autres EHPAD, parce que j'en parle beaucoup, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'il y a 2 ans. Alors, oui, pardon, je vais continuer là-dessus. Il a raison sur un point. C'est pire aussi, pourquoi? Sur le manque de personnel. Et je pense malheureusement, le livre et puis après cette émission télé a participé de ça. C'est vrai qu'il y avait, depuis un certain nombre d'années, une crise structurelle. Ils ont du mal à recruter des postes, notamment des auxiliaires de vie, des aides-soignantes. Ils en sont en grande partie responsables, parce que si vous voulez, quand vous êtes payé au lance-pierre, que vous avez des conditions de travail où vous savez que par exemple chez Orpea il y avait moins de postes de soignants que ce qui avait été budgété, ce qui n'était déjà pas suffisant, et qu'en plus de ça il y a des économies sur les produits de santé et tout, donc vous êtes en permanence à travailler au SMIC dans des conditions très dures, sans avoir les moyens pour le faire convenablement, donc vous vous sentez en plus maltraitant à l'insu de votre plein gré. C'est sûr que vous n'avez plus envie de bosser. Vous n'avez plus envie d'être auxiliaire de vie ou aide-soignante, et encore moins pour les groupes privés. Donc c'était un problème très important déjà depuis 10 ans. Avec ce qui s'est passé là, la crise qu'il y a eu, avec le Covid, puis après la crise de réputation de ces groupes, ils ont encore plus de mal à recruter. Ça, c'est ce qui fait que c'est un amplificateur de crise, et qu'il va falloir qu'ils aient, tous d'ailleurs, qu'ils affichent dans les prochains mois des vrais changements de méthode et de gouvernance pour pouvoir rassurer les marchés, rassurer leurs pensionnaires, et puis être attirant, attractif pour les soignants. Juste une question, Laurent Garcia, parce que je vous ai présenté comme l'homme de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez un peu plus préciser vos postes et votre activité de l'intérieur, parce que c'est intéressant. Enfin, voilà, moi, à la base, je suis infirmier, je suis cadre de santé dans un petit EHPAD public, voilà, où les difficultés finalement sont les mêmes que dans le privé. Et oui, et j'ai passé 8 mois à Neuilly-les-Bords-de-Seine, l'établissement le plus luxueux de France, Orpea. Voilà, 8 mois de cauchemar. Mais oui, ce que je voudrais rajouter à l'heure actuelle, c'est que les salariés, là, ils sont encore plus en difficulté qu'il y a 2 ans, qu'avant la Covid, et on n'en parle plus. Et quand j'entends tous les discours, le peu que j'entends, j'ai rencontré quelques députés il y a 15 jours, et en fait, le résident, il n'est plus au centre. Maintenant on parle pognon, on parle tout ça, mais finalement le résident, on n'en parle plus. Et je pense que c'est un vrai souci, ça. Alors vous voulez
Allez-y, Marie. Non, je voulais juste abonder dans ton sens, Laurent, en disant que, par exemple, il y a quelques jours à peine, la semaine dernière ou la semaine d'avant, Caroline Fiat a réussi à faire passer un amendement, justement, qui impose un début de ratio minimum. Même cette information-là n'a pas été partagée plus que ça. Et je voulais donner un chiffre aussi, par rapport à ce que disait Victor sur les salaires. Moi, j'ai souvenir d'avoir discuté avec une aide-soignante de l'EHPAD où j'étais, qui est dans une petite ville de province. Donc voilà, on est sur des niveaux de salaire intermédiaires. Elle était aide-soignante depuis 9 ans. Elle gagnait net 1 400 € par mois. Je trouve que, est-ce que c'est la valeur qu'on accorde aux gens qui s'occupent de nos aînés? Voilà, le chiffre pour moi est tellement aberrant quand on voit l'effort au quotidien et tous les salaires sont en cascade. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Alors, Victor, vous m'avez tendu la perche parce que j'allais vous poser une question. Je pense que, en fait, on est aujourd'hui dans un système de vie, dans une société qui fait que le maintien des personnes à domicile dans la famille, comme ça se faisait il y a bien des dizaines d'années auparavant, est compliqué parce que la ville est construite différemment, parce que la vie des familles est complètement différente. Et donc, pour l'avoir vécu et l'avoir vu, les familles sont complètement démunies, désemparées, notamment dans les cas de démence sénile, on parle d'Alzheimer, etc. Mais peu importe, en tous les cas, cette dépendance fait que les familles sont démunies. Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous dire, pour une famille démunie, elle cherche une solution. La solution s'appelle EHPAD, très généralement, en tous les cas, c'est ce qui est préconisé. Comment ça se passe quand on arrive dans un EHPAD, qu'on est une nouvelle famille et qu'on visite ça? Moi, je l'ai visité, donc je pourrais parler de mon expérience, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez connaître de cette première visite, de quel est ce premier œil, et finalement, qui est en complet conflit d'intérêts pour les familles, puisqu'elles sont tellement démunies par le maintien à domicile, qu'elles ont tellement besoin d'une place en EHPAD, d'ailleurs dont on parle de pénurie, oh là, il faut attendre longtemps, etc., etc. Comment ça se passe? On arrive là, on est démunis, on a une personne qui ne peut plus rester à domicile, elle est dépendante. Comment ça se passe? Moi, je vais raconter juste avant, et je pense que Laurent va après enchaîner. Moi, c'est un sujet qui me semble être essentiel justement sur la qualité de la prise en charge des EHPAD. En France, il y a un système particulier qui est un système d'agrément qui est donné par les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Ce qui fait qu'en gros, on définit un nombre d'EHPAD suffisant par rapport aux besoins d'une zone géographique. Ce qui fait donc qu'il n'y a ni trop ni pas assez d'EHPAD en France et que la plupart des établissements se maintiennent dans des taux d'occupation supérieurs à 95%. Donc c'est très bien pour les établissements, parce que du coup, il n'y a pas de faillite, c'est plus rare, il y a un taux d'occupation important, c'est très bien pour les groupes privés comme Orpea, qui du coup ont une situation de monopole pour des décennies sur une zone donnée. En revanche, c'est, je pense, moi, très mauvais pour la prise en charge, parce que du coup, vous n'avez pas une saine concurrence entre les établissements. En gros, vous n'avez pas beaucoup de choix dans une région, et ils sont toujours pleins, parce que le rapport entre l'offre et la demande fait que de toute façon, si vous allez dans les EHPAD autour, ils seront pleins. Donc ça, je pense que la concurrence est saine en général dans les marchés pour augmenter la qualité. S'il y avait une plus grande concurrence, une plus grande offre, je pense que les établissements Orpea, vu ce qui s'y passait, auraient perdu des pensionnaires et donc auraient été obligés de se remettre en cause plus tôt. Donc ça, je pense que le système est mal foutu sur ça. Et il y a un deuxième problème, c'est quand justement vous devez trouver en urgence une place pour vos parents ou vos grands-parents, il n'y a pas d'information publique claire sur la qualité d'un établissement, ce qui est quand même une catastrophe. C'est-à-dire personne en France est capable de vous dire que cet EHPAD est mieux que celui-là ou que cet EHPAD fonctionne bien. Alors sur Blablacar, vous avez des étoiles. Hein. Non mais ça c'est très important. Ils sont en train la ministre l'avait annoncé en février,
10 indicateurs de qualité pour essayer de s'y retrouver dans cette jungle-là quand vous cherchez un EHPAD, mais c'est très important, et Orpea, encore une fois, se servait de ça à très haut niveau. Moi j'avais, alors, dans les lanceurs d'alerte, Laurent est un des lanceurs les plus importants, il y avait un monsieur qui s'appelle Patrick Métet, qui était un ancien membre du COMEX d'Orpea, et qui lui me racontait, quand il essayait de mettre ces questions de qualité sur la table, notamment devant l'ancien directeur général délégué à l'exploitation, on lui disait Patrick, où tu as vu qu'il y avait un indicateur de qualité en France? Personne n'est capable de me définir ce que c'est un EHPAD de qualité, donc on continue comme ça. Donc ça, c'est un deuxième souci. Et le troisième, c'est qu'en général, donc, quand vous cherchez un établissement, très souvent, vous allez sur Internet, vous mettez place d'EHPAD, là vous allez avoir des sociétés de placement qui vous recontactent dans l'heure. Cap Retraite en est une. Et Cap Retraite va vous dire, bah, écoutez, j'ai une place pour votre maman, vous pouvez arriver demain dans tel établissement. Et c'est gratos. Sauf que comme tout ce qui est gratuit, il y a bien quelqu'un qui paye, et qui paye, bah, c'est Orpea, Korian, Domusvie, etc. Et donc, il y a une prime au plus gros, à celui qui paye le plus. Donc, si vous voulez, ceux qui vous amènent, qui vous permettent de choisir un établissement, le font pas en fonction de critères de qualité, mais le font parce qu'ils sont payés par Orpea. Et il y avait d'ailleurs... chez Orpea, mais chez Korian et d'autres, il y avait même ils appelaient ça des boosters. C'est-à-dire quand vous étiez directeur, vous vous y tapé sur les doigts dès que votre établissement passait sous un TO de 90. Taux d'occupation. Et si ça durait 2 jours, et ben, il fallait que vous mettiez en place un booster, c'est-à-dire que au lieu de payer Cap Retraite 1500 € pour qu'il vous amène une personne âgée, là vous payez 3000 ou 4000 €. Et le lendemain, vous étiez sûr d'avoir vos places qui étaient remplies. Donc même ce fonctionnement-là, c'est-à-dire pour arriver dans un EHPAD, était déjà en soi problématique. Alors, juste une petite information, mais j'essaye d'illustrer parce que tout le monde n'a pas connaissance. Le prix moyen mensuel pour un résident, on a une idée à peu près de ce que payent les familles pour les résidents? Je crois que c'est extrêmement variable en fonction de la nature juridique de l'EHPAD, de la zone où vous êtes. Et me semble-t-il que le prix médian était aux alentours de 2300. Mais c'est un prix médian, donc ça va de beaucoup plus bas à beaucoup plus haut. Effectivement, en Ile-de-France, on est au-delà des 6 000 parfois. Voilà, 6 000 €, on a des 4, 5 et 6 000 € mensuels. Oui, ce qui est, vous vous en doutez, bien supérieur à nombre de pensions de retraite. Après, en fait, moi je pense qu'il y a une chose qui m'a vraiment frappée très rapidement en commençant à enquêter. On en avait parlé avec Victor quand on s'en était parlé, mais il y a une espèce de tromperie originelle sur le fait que les gens sont persuadés, parce que c'est toujours dur effectivement de mettre un proche en EHPAD, de se détacher de quelqu'un, même quand on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Les gens sont persuadés quand ils choisissent un établissement plus cher. Évidemment, le cadre sera plus joli, mais leur proche sera mieux pris en charge, il aura plus de soignants. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça, puisque ce que vous payez en tant que client, parce que vous êtes un client, c'est la prise en charge, effectivement. Alors, une partie des personnes qui vont s'occuper, effectivement, de faire le service en salle, etc. Mais tout ce qui relève du soin est entièrement pris en charge, sauf pour 30% pour les ASH, mais voilà, on va dire, tout ce qui relève du soin pur est entièrement pris en charge par de l'argent public. Et je n'ai jamais, à ce jour, entendu un groupe privé commercial avoir ce discours de vérité et dire aux gens qui viennent chez eux, c'est très bien si vous êtes prêt à payer 4 000, 5 000 €, mais en fait, vous n'aurez pas plus de soignants pour votre papa, pour votre maman. Et il y a, je pense, là-dessus, un malentendu fondamental que moi, j'essaie du coup maintenant, à chaque fois, d'éclairer auprès des gens en disant, attention, en fait, non, ça n'a rien à voir le prix, mais ce malentendu subsiste. Et pour revenir à votre question, quand vous allez arriver la première fois dans un EHPAD, vous allez visiter un EHPAD, il peut être très joli, il peut être tout clinquant, et la prise en charge peut être désastreuse, parce que effectivement, cet établissement n'aura pas assez de personnel, ou aura choisi, pour certains, de faire des économies sur le personnel. Il peut aussi être un tout petit peu moins joli, et avoir des gens formidables, et votre proche sera extrêmement bien pris en charge. Donc c'est compliqué quand même de faire une généralité. Je pense qu'il faut que les gens
se fient aussi beaucoup à leur ressenti. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, surtout quand vous arrivez à interroger les soignants, en fait, le personnel. Je pense que c'est eux qui sont plus à même de renseigner correctement. Laurent, j'imagine que votre expérience de terrain va être importante. Laurent, il disait aux gens de ne pas venir. Oui, dans certains EHPAD, je leur disais de surtout pas venir. Le problème de tous les EHPAD, c'est le mensonge, en fait. Mais ce sont des mots, mais en EHPAD, vous êtes hébergé. Vous n'habitez pas un EHPAD, vous êtes hébergé. Déjà là, il y a un problème. Premier problème. Deuxième problème, dans la plupart des établissements, et certains ne le font pas, heureusement, c'est que vous arrivez, on vous prend votre pièce d'identité, votre carte bleue, votre argent liquide, on le met au coffre. C'est quand même un sacré choc quand vous êtes tout à fait conscient que vous arrivez en EHPAD et en fait on vous enlève votre identité. C'est la première chose qu'on fait. On vous héberge, vous allez vivre en communauté. On vous promet des tas de choses impossibles. Et voilà. Et pour parler des groupes privés, le vrai problème de ces groupes, c'est qui fait visiter l'EHPAD? Ce sont des commerciaux. Voilà. Ce sont des commerciaux qui font visiter l'EHPAD. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Alors, peut-être un petit point d'étape pour résumer un petit peu, mais je parle sous votre contrôle. Premièrement, à propos de contrôle, justement, les contrôles des services de l'État sont défaillants. On peut dire ça, qu'on a une vraie déficience, en tous les cas, des contrôles des services de l'État sur ces établissements. Oui, le mot contrôle me hérisse, je l'avoue, parce que Brigitte Bourguignon nous avait promis, notamment en Ile-de-France, 150 contrôleurs de plus au niveau de l'ARS. Il y en a 0 à l'heure actuelle. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de croire les politiques. Là, on nous donne des os à ronger un peu à droite à gauche. Je pense que les politiques, ce n'est pas du tout la solution. Maintenant, il faut être un peu imaginatif si on travaille en EHPAD. C'est le système D, mais il ne faut plus compter sur les politiques. Ils sont complètement hors sol. La première chose que fait le ministre de l'Autonomie en arrivant au gouvernement, c'est quand même donner 2 légions d'honneur à 2 personnes de la Silver Echo. Quel message on donne après la sortie des Fossoyeurs? À qui? Voilà. Mais c'est quand même quel message on fait passer? Je sais pas. Je voudrais juste, pour compléter ce que dit Laurent, de toute façon, à un moment, il y a un principe de réalité, effectivement, malgré les promesses de Brigitte Bourguignon, parce qu'à un moment, il a bien fallu aussi qu'elle dise quelque chose pour apaiser un peu la bronca, mais il y a un principe de réalité qu'il y a, de mémoire, 13-14 ARS en France. Il y a, si vous y ajoutez les USLD, c'est-à-dire les unités de soins de longue durée, qui ne sont pas à proprement parler des EHPAD, mais on va dire EHPAD et unités de soins de longue durée, il y a 7000 établissements. Il y a 13 à 14 ARS, et les ARS s'occupent de tout un tas de missions, dont les EHPAD. Donc en fait, à un moment, ça n'est pas possible, même si vous embauchez 150 personnes en plus, ça n'est juste pas possible, ça ne rentre pas mathématiquement. Donc en tous les cas, ça veut dire qu'on a des déficiences sur finalement le rôle de la puissance publique, qui est quand même de vérifier quelle est l'utilisation de l'argent. Le principe du bien-être du travailleur et des personnes âgées est inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et c'est une obligation de l'État, au terme de la santé publique, d'un point de vue constitutionnel, et là on peut considérer qu'il y a des défaillances. Ce que j'entends, en tous les cas dans ce que vous dites, c'est ce que j'entends dans tout un tas d'autres rencontres qui se sont tenues dans ces 3 jours, mais pendant ces 7 années, c'est-à-dire que là c'est tous les 20 ou 30 ans qu'on a des contrôles, je crois que sur les élevages c'était plus de 50 ans. Donc, pourtant, à chaque fois, on a un communiqué dès 8h du matin quand il y a une vidéo de L214 qui vient de sortir en disant « Non mais on y est allé, on y va ». Enfin, on envoie une équipe pour voir, ça tombe bien, mais enfin, c'est quand même un peu spécial qu'il faille avoir ça. Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième chose que j'entends, mais avec cette grande difficulté pour les familles, c'est qu'il faut regarder l'établissement où l'on envisage de faire héberger, merci d'avoir corrigé le terme exact parce que ça va m'amener à une autre question, la personne,
non pas avec son œil d'autonomie, c'est-à-dire quelle est la partie agréable, visuelle que je peux avoir, le joli parc, etc., etc., mais plutôt quel est le service, quelle est la qualité de la nourriture, comment ça vient, etc. Et je pense que c'est cet œil-là qu'il faut avoir, c'est ça? Oui, il y a déjà une chose à faire, c'est que si vous voulez mettre un de vos parents en EHPAD, c'est de demander à visiter l'EHPAD le matin. Si l'EHPAD vous dit non, c'est pas possible, eh bien, n'y allez pas, en fait. Voilà. Donc des choses extrêmement pratiques. Et alors, je parle un petit peu avec mon expérience, en tous les cas ce que j'ai pu en vivre. Une personne âgée arrive, il y a des problèmes à gérer avec des personnes qui ont perdu des repères, qui les perdent encore plus parce qu'elles arrivent dans un milieu fermé, etc. J'ai cru comprendre qu'il y avait une prescription médicamenteuse qui pouvait être utilisée. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser le terme de camisole chimique? Alors moi, très sincèrement, ça fait 12-13 ans que je travaille en EHPAD, je ne l'ai jamais vécu, ça. Donc j'ai travaillé dans le privé, je travaillais dans l'associatif, je travaillais dans le public, et je n'ai jamais vécu cela. Donc je ne peux pas en parler. Bon, en fait, moi je parlerai surtout pas de camisole chimique, je pense qu'il y a une camisole de fait qui est presque symbolique, c'est-à-dire que comme les gens n'ont pas le temps de s'occuper de tous les résidents parce qu'ils ne sont pas suffisamment, il y a tout simplement les résidents qui d'eux-mêmes à un moment s'éteignent un peu et se laissent finalement porter. Moi je me rappelle, il y avait le peu de jours que j'y ai passé, encore une fois, c'est mon expérience de quelques jours, donc elle vaut pour ce qu'elle vaut, mais il y avait des résidents qui du coup se disaient finalement je vais pas quitter mon lit pour descendre déjeuner parce qu'en fait c'est très bête à dire et le terme est affreux, mais c'est beaucoup de manutention parce qu'en fait il faut faire la toilette, il faut les habiller, ça fait mal, après on les descend à 11h, puis finalement ils déjeunent et puis à midi et demi ils ont fini de déjeuner, donc il y en a certains qu'on laisse en bas parce que voilà on peut pas remonter tout le monde et puis les autres on commence les coucher à 4h30, donc en fait à un moment je crois qu'il y en a aussi tout simplement qui démissionnent et qui d'eux-mêmes se passent une espèce de camisole morale en se disant je vais plus sortir de mon lit parce qu'en fait c'est trop d'efforts pour le peu de contrepartie que ça m'apporte. Enfin, c'est mon expérience, encore une fois, elle ne vaut pas, voilà, mais c'est l'impression que ça m'a fait, moi. C'est encore le mensonge, parce qu'on parle de salle de restaurant, mais c'est un restaurant où il faut être là à midi pétante, le soir à 18h30, donc finalement c'est pas un restaurant, c'est une salle commune. Voilà, il y a tout ça qui fait que il y a des résidents chez eux, ils avaient l'habitude de manger à 20h, voire de ne pas manger, de prendre des petits déj à 11h, et tout change à l'entrée en EHPAD. Il y a tout ce... Alors c'est pas dans tous les EHPAD, vraiment, mais dans la majorité des cas, c'est ça, c'est très militaire. C'est le petit déj à 8h30, on vous réveille si vous dormez, voilà. Tout est basé sur un mensonge. Alors que l'EHPAD, finalement, c'est juste une vie en communauté, il faut s'adapter à la communauté, et si on n'explique pas ça et aux futurs résidents et aux familles, forcément, ça va pas aller. D'autant que ce que je pense est très dur pour les résidents, c'est que souvent, vous vous retrouvez... Enfin, il y a des résidents dans tous les états, donc il y a des gens qui sont parfaitement valides, que ce soit, je veux dire, mentalement, intellectuellement et physiquement, et qui se retrouvent à table à côté de gens qui sont dans des fauteuils coquilles parce qu'on doit nourrir, et en fait, même ça, la spécificité des personnalités n'est même pas prise en compte. C'est même pas ça. Le problème, c'est que légalement, parce que des résidents valides, il y en a toujours, il y en a plutôt pas mal, et ils aimeraient aider. Ils aimeraient aider le résident qui n'est pas valide, qui a des troubles. Légalement, ils n'ont pas le droit. Donc voilà, ça va pas. Vous êtes intervenu sur le débat sur le prix de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là ? Oui, bien sûr. Alors, en moyenne, le prix d'un repas, de 4 repas journaliers, voire 5 repas journaliers, est de 4,20 € chez Orpea. On est à 20 ou 30 centimes à peu près au même tarif dans l'ensemble des groupes aujourd'hui du secteur marchand dans la santé qui portent sur les EHPAD. Alors, ça comprend... Excusez-moi, vous pouvez le décliner parce que oui, bien sûr. On comprend bien 4 repas. Voilà. En déclinant, c'est quand même assez hallucinant. Donc j'allais y venir. Ces 4 ou 5 repas, vous allez comprendre pourquoi 4 ou 5. Ça se décline ainsi: petit déjeuner, déjeuner, goûter
dîner et éventuellement une collation le soir, mais qui effectivement n'est jamais donnée puisque les résidents généralement sont couchés relativement tôt dans les EHPAD, vu la problématique qui concerne le manque de personnel pour les coucher très tardivement, ce qui fait qu'on ne donne pas de collation en règle générale ou très peu de collation à l'ensemble des résidents, ce qui fait que on est à 5 repas pour 4,20 € par jour. Vous avez bien compris la moyenne qui est difficilement compréhensible pour tout un chacun, puisque faire 4 menus et demi ou 5 menus avec 4,20 €, c'est un exercice d'acrobate pour aujourd'hui nos cuisiniers dans ces établissements-là. Mais on n'a pas touché le fond de l'ignominie puisque, semble-t-il, c'était trop. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des grands groupes là? Alors déjà, oui, tout est toujours trop haut pour un grand groupe lucratif. Quand on peut essayer effectivement de trouver des marges économiques, quant à pouvoir faire des économies justement, des économies d'échelle sur les prix des repas, ils ont trouvé une méthode assez simple, c'est-à-dire que à partir du moment où ce n'est pas budgétisé, si vous voulez, et vous n'avez pas des dotations publiques qui concernent l'ensemble de la prise en charge des repas, ils ont trouvé le moyen, au regard des protéines qu'il faut apporter de manière journalière à une personne, qui est une personne qui est dans un état de santé précaire, de pouvoir se faire financer sur le dos de la sécurité sociale des poudres protéiniques de façon à pouvoir compenser ou plutôt supprimer une partie du prix du repas qui là était à la charge des groupes lucratifs. Donc on a à la fois, comme vous le disiez tout à l'heure, la perte de ses papiers d'identité, de sa carte bleue, etc., mais aussi la perte de son rythme de vie, et finalement, c'est quelque chose d'extrêmement traumatique également. Et puis vous avez, notamment au moment de repas, c'est très violent, et c'est dans tous les EHPAD, hein. Vous avez un résident qui aimerait aider l'autre, donc il ne peut pas, et en face de lui, finalement, il a une dame qui mange avec les mains, qui s'en met partout parce qu'elle n'y arrive pas, qui bave, qui a le nez qui coule, et on lui dit surtout, il ne faut rien faire, on va se débrouiller. Manque de peau, on n'a que 3 soignantes à midi parce que les autres sont en pause. En fait c'est tout ça qui ne va pas. Et c'est finalement, pour régler cela, on n'a pas besoin d'argent. Voilà. Juste une question, après on prendra peut-être un peu des interventions de la salle. Enfin, vous me dites si on a oublié des grands pans, faut bien sûr y venir. J'aimerais qu'on parle des produits dérivés. C'est un peu exagéré, mais on a tout un commerce parallèle aux soins, à l'entretien, le nettoyage, les couches, etc. Comme ça, produits dérivés, j'utilise le mot et l'expression un petit peu de manière provocatrice, mais comment ça fonctionne, tout ça, ces facturations de produits dérivés? Vous parlez de quel produit exactement? Je sais qu'il y a eu quand même des vrais commerces sur les couches, hein, par exemple. Non, alors sur les produits de santé, moi je l'ai raconté pour Orpea. Culotte absorbante. C'était le cas aussi pendant un temps, au moins en 2014 chez Corian. Alors pour raconter les choses de manière très brève et d'essayer d'être clair, en gros, donc, les EHPAD reçoivent des dotations publiques chaque année. C'est en général entre 1 et 2 millions d'euros annuellement pour un EHPAD. Et ça vient payer donc les postes de soignants, auxiliaires de vie, infirmiers, médecins coordinateurs, etc. et les produits de santé. Et donc notamment, au milieu de ces produits, les couches, ou les protections hygiéniques, peu importe comment on les nomme. Donc ça, c'est payé avec de l'argent public. Comment ça se passe? Vous avez des grands fournisseurs en France, et il se trouve que ce n'est pas un hasard, à peu près tous les très grands groupes privés ont les mêmes fournisseurs. Il y a Bastide, confort médical, tout le monde a dû voir des commerces Bastide ou des camions Bastide confort médical, et il y a Hartmann. C'est 2 très grands fournisseurs de produits de santé en France, c'est les principaux. Et donc, Orpea, Corian et d'autres se sont mis à passer des contrats cadres au niveau national avec ces fournisseurs. Ce qui faisait que ces fournisseurs étaient les seuls fournisseurs référencés, c'est ceux qui allaient livrer l'ensemble des établissements, donc il n'y avait plus d'appel d'offres pour un certain nombre de produits. Et donc, en l'occurrence, Hartmann était le fournisseur attitré et unique de tous les établissements du groupe Orpea.
Donc l'ensemble des établissements Orpea payaient ses factures à Hartmann. Hartmann donnait ses produits de santé, notamment les protections, et à la fin de l'année, il y avait le groupe Hartmann, ou le groupe Bastille, qui reversait au siège d'Orpea, via un autre circuit financier, un pourcentage de ce chiffre d'affaires qu'ils avaient réalisé grâce à l'argent public. En l'occurrence, c'était pour les protections. Le même système de rétrocommission que ce qu'on a eu sur les grandes surfaces. Exactement. Et les grands groupes. Exactement. Leclerc a été condamné pour ça, mais sauf que dans les grandes surfaces, c'est de l'argent privé. Vous pouvez les condamner parce qu'ils ne respectent pas, j'ai envie de dire, l'équilibre avec leurs fournisseurs et leur situation de monopole fait qu'ils ont des pratiques commerciales irrégulières. Mais Orpea, c'était un tout autre sujet, et bien plus grave, c'est que c'est de l'argent public. Et donc, par exemple, pour les protections, Orpea retouchait 28% au siège. Ce qui représentait chaque année, pour un seul produit, des millions d'euros. C'était plus de 2,5 millions, rien que pour les protections chez Orpea. Non seulement, c'est irrégulier, c'est illégal de capter de l'argent public sans prévenir les autorités de tutelle, mais surtout, ça se faisait au détriment des personnes âgées, parce que c'était 28% d'argent public qui aurait dû être dépensé pour acheter plus de couches. Donc c'était quoi ensuite la conséquence? Laurent Garcia, infirmier, l'a vu, des directeurs, moi, me l'ont raconté, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie. Comme il y avait moins d'argent que ce qui avait été budgété, qui était déjà en soi pas nécessairement suffisant, et ben chez Orpea, on avait trouvé deux techniques. C'était baisser la qualité des produits. Donc ils avaient inventé une nouvelle couche avec Hartmann spécial Orpea, dans lequel le produit absorbant, par exemple, était plus fin. En tout cas, la couche protégeait moins. Et le second effet, c'est qu'ils rationnaient. Comme il y avait moins d'argent et qu'en même temps il fallait bien que ça tienne, et ben on mettait une pression très forte sur les directeurs d'établissement et les cadres infirmiers qui passaient les commandes pour réduire. Et donc moi j'ai vu énormément de documents comme ça, où vous voyez chaque mois le taux de change par résident, et le but c'était de passer sous les 3 et d'arriver le plus possible à 2, 4 changes par jour. Donc ces politiques-là de captation, moi je dis jamais à la télé détournement, parce que je ne peux pas qualifier en tant que journaliste, mais c'est comme ça que ça va être qualifié, de captation d'argent public, ils se sont faits au détriment des pensionnaires. Et juste pour, parce que Victor connaît aussi un peu le sujet, mais chez Corian, il y avait effectivement un certain temps des pratiques similaires, et en tout cas, il y a eu, quand le groupe a fusionné en 2014, deux groupes ont fusionné, Corian a fusionné avec Medica, et c'est devenu le numéro 1 français des EHPAD. Et donc à ce moment-là, ils ont imposé un système à tous les directeurs, on parle quand même de quasiment 300 établissements, plus de 300 établissements d'ailleurs en France, où en fait les directeurs devaient faire appel effectivement à des fournisseurs référencés, que ce soit pour l'entretien de l'ascenseur, l'eau, le matériel médical, les protections, etc. Et il y avait une pression qui était mise au directeur, en tout cas au moins jusqu'au début 2018, on avait des documents qui remontaient jusque-là, où en fait on obligeait les directeurs à faire appel à ces fournisseurs référencés, c'est-à-dire qu'ils devaient atteindre un taux de couverture minimum, et on leur envoyait effectivement tous les trimestres des documents, pareil, des tableaux Excel, où on leur disait, ben voilà, grâce à ce fournisseur référencé, nous avons touché en rémunération de coopération commerciale, donc grâce à ce fournisseur, telle ou telle somme. Alors on n'a pas le détail effectivement de est-ce que c'est sur des produits qui relèvent effectivement des financements publics, mais en tout cas il y avait une pression, ça a été une politique groupe, et il y avait une pression qui était réellement mise sur les directeurs pour les inciter à ne commander que là. C'est-à-dire que les directeurs n'avaient même plus le choix de dire oui mais ce fournisseur-là il est moins cher donc c'est peut-être plus intéressant. Et ce qu'on sait aussi, c'est que sur la nourriture, il y avait effectivement des marges arrière, mais qui c'était Sodexo le fournisseur, et les marges arrière étaient rétrocédées à l'établissement. C'est-à-dire c'est de l'argent qui revenait dans les comptes de l'EHPAD, donc c'était de l'argent à dépenser, j'espère, pour le bien-être des résidents.
ces rétrocommissions, si elles ont existé effectivement sur du matériel médical ou autre, en tout cas, moi, je n'ai rien vu revenir au niveau des comptes des établissements. Où allait l'argent? Voilà. Mais encore une fois, on en revient à ce problème qu'on ne cesse d'évoquer depuis tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas de demande justificative. C'est-à-dire, pour reprendre le matériel médical dont parlait Victor, à un moment, c'est simple. Si vous dites à la fin de l'année aux autorités, bah voilà, j'ai dépensé tant d'argent sur les fauteuils médicaux, si vous devez fournir les justificatifs, à un moment, les autorités peuvent se rendre compte qu'il y a un loup. Si c'est simplement du déclaratif, qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? Voilà, on vous opposera le secret commercial. Et j'ajoute juste aussi, parce que Victor et moi, on y a été tous les deux confrontés, ce qui est, à mon sens, un vrai problème, c'est que quand vous demandez aux autorités les détails, ce qu'on appelle tout simplement de l'open data, sur l'argent public qui est distribué à ces établissements, en l'occurrence les EHPAD, que ce soit la dotation soins ou la dotation dépendance, que vous demandez accès justement aux comptes qui sont rendus à la fin de l'année, en passant par le biais de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, même en tant que journaliste. Nous, on en a fait plusieurs des demandes. On a reçu un joli courrier nous disant que, en gros, pour résumer, ils estimaient que l'usage qui était fait de ces subventions publiques par les EHPAD privés commerciaux relevait du secret commercial. Le secret des affaires. Voilà, sur de l'argent public. Alors, une dernière question, puis après on va prendre un petit peu les réactions de la salle. Dans le préambule de votre livre, Les Fossoyeurs, Victor Castanet, vous dites « j'ai rien contre le système privé des EHPAD ». Je caricature un petit peu parce que j'ai pas le texte exact. En fait, j'avais pas vu ça, moi, et on me l'a fait remarquer la semaine dernière. On m'a dit « Ah, Mathieu, il faut lui poser la question ». Je m'y suis engagé quand on est filmé. Je dis voilà. Est-ce que finalement, là, tout ce que vous venez de dire, est-ce que, à votre avis, c'est inhérent à l'EHPAD d'un point de vue général, ou est-ce que ça se rattache à la gestion privée de ces établissements? Alors moi je vais répondre en deux temps. La première, c'est que j'ai écrit ça dans le livre, et c'est c'est la politique que j'ai essayé de tenir tout au long de la promotion du livre. Je défends une forme de journalisme non militant. Moi je suis gêné souvent par les journalistes qui ont un positionnement politique. Je pense que j'ai fait cette enquête pour dénoncer factuellement des dérives et des faits irréguliers qui pouvaient être condamnables par la loi, que ça a permis un débat de société dans lequel vous pouvez vous servir en tant qu'organisation syndicale, en tant que parti politique. Il peut avoir derrière une visée politique et une volonté de dénoncer le lucratif au sein de ce secteur, ça je l'entends, c'est pas mon boulot à moi de journaliste de le faire. Pour plein de raisons, je pense qu'il faut être neutre, c'est je pense moi ce qui a rendu cette enquête aussi efficace et de convaincre plus largement que les gens qui étaient déjà convaincus par le fait qu'il fallait supprimer le lucratif. Donc c'est la première chose. Et puis parce que au sein de mes sources, des 300 personnes qui ont participé au livre, il y a des gens qui pensent tout à fait différemment. Il y a des gens très engagés politiquement et qui veulent la fin du lucratif dans les EHPAD. Et puis il y a déjà, je crois, un projet de proposition de loi sur la entre guillemets nationalisation, en tous les cas. Oui, il y a une proposition de loi, mais elle n'ira pas très loin. Oui, mais enfin voilà, c'est mais toujours est-il, cette première chose, c'est en tant que journaliste. Et donc à chaque fois qu'on m'a posé la question, je n'ai pas voulu répondre et donner la seule chose que je me suis permis de dire, c'est que factuellement, moi je vois au moins deux éléments originels qui entraînent une pression financière et de la maltraitance. C'est non pas forcément que ces sociétés soient privées lucratives, mais c'est qu'elles soient cotées en bourse. Moi j'ai croisé des sociétés privées qui faisaient très bien leur travail, ou en tout cas, me semble-t-il, donc quand j'ai enquêté, etc., quand j'ai rencontré des gens, ça se passait plutôt bien et mieux que dans certains EHPAD publics dans lesquels parfois ça dysfonctionne. Mais en revanche, des sociétés cotées en bourse, vous avez là effectivement deux injonctions contradictoires très fortes, qui est de gérer des personnes âgées, dépendantes et vulnérables, et de l'autre, de rassurer vos actionnaires. Et comment vous faites? Vous devez avoir des taux de croissance réguliers, souvent à deux chiffres,
Et il vous faut mettre en place des politiques d'optimisation des coûts, ça c'est une évidence, et donc les politiques d'optimisation des coûts, elles se font en général sur les budgets alimentation et les produits de santé, et sur le personnel. Donc j'ai toujours dit, enfin j'ai senti que le vrai problème c'est que ces sociétés soient cotées en bourse, et le deuxième élément, qui dépasse le simple fait qu'elles soient privées au public, c'est que certaines sociétés se sont mis à faire, à côté de leur travail de gestion des personnes âgées, de l'immobilier. Orpea, Korian et d'autres gagnent énormément d'argent, et parfois plus d'argent en faisant de l'immobilier qu'en gérant des personnes âgées. Ces activités connexes à leur mission première, c'est une des premières sources de maltraitance. Parce que, je vais la faire très courte, mais en gros, ils construisaient un EHPAD dont ils avaient une autorisation presque gratuitement par l'État. Ils payaient un terrain qui coûtait une misère, qui était souvent quasiment donné par une municipalité. Oui, au titre de la nécessité d'avoir des places. Exactement. Ils construisaient un EHPAD 7 millions, ils leur vendaient presque automatiquement en LMNP, c'est des systèmes de défiscalisation, par chambre. Et ensuite, il fallait payer un loyer aux propriétaires. Donc il avait acheté 7, il le vendait 10 ou 12, donc ils avaient déjà fait de l'argent avant même de s'être occupés des personnes âgées. Et ensuite, ils faisaient payer ces loyers très importants. C'est les directeurs qui devaient en gros faire en sorte que les recettes de l'établissement permettent de compenser l'importance des loyers. Et donc, qui mettaient une pression financière très forte sur leurs établissements. Moi, en tant que journaliste, je peux dire ça. Que ces deux éléments-là, le fait que ça soit coté en bourse, le fait que ces entreprises aient le droit de faire de l'immobilier, ça entraîne des situations de maltraitance. Marie ? Non, pour rajouter sur effectivement l'immobilier, nous c'est ce qu'on a beaucoup creusé, notamment du côté de Domusville numéro 3, parce que lui s'en est vraiment fait une spécialité. Il est né de la fusion de deux groupes, dont un groupe, GDP Vendôme, qui à la base ne faisait que ça, de l'immobilier, et qui est venu à l'EHPAD par le biais de l'immobilier. Et on se retrouve effectivement avec des situations aberrantes où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, c'est que comme ces groupes, comme il y a un nombre d'autorisations limité, et que vous ne pouvez pas créer de nouveaux EHPAD, à un moment pour grandir, vous rachetez des EHPAD. Donc vous rachetez des petits groupes, 1, 2, 3, parfois 30 EHPAD, et vous grossissez comme ça par capillarité. Mais donc vous héritez effectivement de tout un tas de bâtiments qui sont dans des états extrêmement divers. Et souvent l'arbitrage qui est fait, c'est pas du tout de moderniser les établissements que vous rachetez. C'est qu'en fait ce qui vous intéresse, vous, c'est la valeur de l'autorisation d'exploitation. Pour vous donner un ordre d'idée, quand Domusville a fait l'objet d'un LBO, qu'il a été racheté par un fonds de private equity en 2016, ils ont fait tout un tas de documents et ils ont notamment estimé, ils ont donné une estimation de la valorisation selon de leurs autorisations d'exploitation d'EHPAD. Domusville, c'est à peu près 220 EHPAD. Le chiffre, c'était 400 millions d'euros pour la valorisation de leur autorisation d'exploitation. C'est vous dire la valeur en fait qu'ils donnent à ces autorisations. Et du coup, chez Domusville, on se retrouve avec des établissements qui ne sont pas entretenus, ce qui fait qu'au bout de quelques années, à l'issue effectivement du bail commercial, ils s'en vont avec leurs résidents parce que l'ARS leur a autorisé, les a autorisés à transférer leur exploitation dans un bâtiment tout neuf qui peut être construit parfois à 400 mètres. Qu'ils ont construit avec l'opération de défiscalisation. Voilà. Donc, les petits propriétaires qui étaient propriétaires des chambres dans l'EHPAD vieillissants se retrouvent un peu maris avec un établissement dont ils ne peuvent rien faire parce que c'est un EHPAD. Donc un EHPAD, vous ne le transformez pas en résidence étudiante. On a le même problème sur les résidences de tourisme, sur les résidences étudiantes, etc. Et finalement, les seules personnes qui profitent de ce système-là, c'est au moment où l'EHPAD neuf va ouvrir, durant les quelques années où il sera flambant neuf, effectivement, pour les résidents qui seront dedans, ce sera un vrai confort. Maintenant, les résidents qu'on a laissés pendant 9 ans, nous on a quand même visité par exemple un établissement chez Domusville où les plaintes tombaient en lambeaux, où les portes de placard se cassaient la figure sur les résidents, où les volets électriques ne fonctionnaient plus, donc en fait les résidents vivaient dans le noir. Hein. Il y avait un salon de coiffure qui était dans une pièce aveugle de 5 mètres carrés au sous-sol. Enfin voilà, donc à un moment effectivement, vous parliez tout à l'heure du manque de contrôle, je pense que c'est un système qui est défaillant à plusieurs niveaux. Et en fait, c'est l'alliance de ces défaillances qui produit effectivement ce dysfonctionnement majeur que Victor a constaté chez Orpea, un peu chez Korian, qu'on a constaté nous chez Korian et Domusville,
et qui retombe en cascade sur les résidents et sur les soignants. Laurent Garcia, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on donne la parole à la salle? Le tableau est noir. Hein. Le tableau est noir, je vais essayer de dire qu'il faut quand même... moi, quand je suis pas très jeune, mais quand je serai vieux, si je dois un jour rentrer en EHPAD, je veux avoir le choix. Je veux pouvoir choisir du privé, de l'associatif, du public. Et je veux savoir où je mets les pieds, en fait, juste ça. Je choisis cet établissement, mais qu'est-ce qui se passe dans cet établissement? Je veux juste savoir la vérité. Et après, très sincèrement, oui, je préférerais rentrer dans un EHPAD avec une piscine intérieure chauffée à 37 et de la moquette épaisse, plutôt qu'un EHPAD public où on est 2 par chambre avec une seule douche au bout du couloir. Voilà. Je pense qu'à l'instar du bouquin de Victor Castanet sur les fossoyeurs, sorti le 26 janvier dernier, on s'aperçoit que ces groupes sont très imaginatifs quant à la capacité de pouvoir déployer un arsenal le plus complet et pousser les curseurs le plus loin sur un ensemble de postes que sont ceux de l'alimentation, mais bien évidemment sont ceux de la masse salariale qui représentent à peu près 50% aujourd'hui des budgets dans un EHPAD, et en passant par les frais de couche, parce que ce sont forcément des frais de santé qui pèsent énormément à la charge des EHPAD, donc très imaginatif. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, tant que le pouvoir politique, quel qu'il soit, n'aura pas décidé de mieux contrôler sur, certes, l'aspect des pratiques, mais aussi sur les aspects économiques dans ces EHPAD, nous en serons malheureusement toujours sur le même constat, sans pouvoir vraiment faire progresser aujourd'hui la qualité de prise en charge de la personne âgée ou de la dépendance dans ces établissements-là. Surtout que on sait que dans les 30 années à venir, nécessairement, il y aura un nombre croissant de personnes arrivant à un âge moyen qui est aujourd'hui d'à peu près 85,2 ans de l'âge rentré dans un EHPAD. Il y aura un nombre croissant qui vont rentrer avec un nombre de structures manquantes. On en manque déjà de places. Il y a un virage, sans doute, auquel on ne pense pas encore assez aujourd'hui, mais qui va vraiment prendre de la vitesse dans les années à venir. C'est le virage qui s'appelle l'aide à domicile, sur lequel nos politiques s'orientent, sur lequel nos gros groupes aujourd'hui pensent qu'il y a une manne financière importante à pouvoir appliquer.